Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce lundi 19 septembre. Pablo Picasso s'installe au musée des Beaux-Arts de Tours. Un tableau peint vers la fin de sa vie a été accroché ce matin, découverte en avant-première dans ce journal. Mettre de l'ordre dans les constructions à Tours, c'est l'objectif de la charte pour la qualité urbaine que la ville vient d'éditer à destination des promoteurs immobiliers. Et puis à la fin de ce journal, nous verrons avec Bastien Mathieu les résultats sportifs du week-end, notamment le match nul du TFC contre Sochaux et l'UTBM qui reste leader. C'est tout simplement un événement. Un tableau de Pablo Picasso a fait son entrée ce matin au musée des Beaux-Arts de Tours. Imposant par sa taille, le couple, c'est son nom, a été prêté pour 1 an par le musée de Nantes. Une œuvre sur le thème de la vie et de l'art, sujet cher au maître espagnol. Nous étions ce matin à l'accrochage. Romain Delville. Non, t'es trop plus vers toi. Voilà. Déménagement en douceur, plein de rigueur au musée des Beaux-Arts ce matin. Dans la caisse en bois faite sur mesure, ce n'est pas une table basse à monter soi-même. Pour la première fois à Tours, un tableau de Pablo Picasso est entré aux Beaux-Arts dans les récents espaces consacrés au 19 et 20e siècle. Mis en dépôt par le musée Picasso au musée des Beaux-Arts de Nantes, qui est actuellement en travaux, ce tableau a été peint par le maître catalan vers la fin de sa vie. Au moment de le découvrir, pas d'appréhension, juste de l'émotion. Toute l'équipe a été vraiment très émue donc, à l'ouverture de la caisse et de voir enfin ce tableau qu'on attendait tellement présenté, donc accroché donc, dans cette salle 20e. Et puis, évidemment très heureux aussi de pouvoir partager cette œuvre importante de Picasso avec les visiteurs du musée des Beaux-Arts qui vont venir pendant 1 an admirer cette œuvre de ce très grand artiste. Le tableau, le voici tel qu'il est désormais présenté au public tourangeau. Un couple enlacé, des couleurs chaudes, des formes tout en rondeur. En 1967, Picasso est heureux, il est amoureux. Avec Jacqueline, sa dernière femme, il achète une propriété à Mougins, dans le sud de la France, où il peint une série de nus, de baisers et de couples, la dernière période de Picasso. C'est une période très touchante finalement dans la carrière de Picasso. Vous savez que dans sa carrière, il a eu différentes périodes qu'on connaît bien, période bleue, période rose, etc. Ensuite, une période qui a été terrible pour tout le monde, qui était la période de la guerre, où il a peint des tableaux qui étaient assez brutaux, il a peint Guernica, etc. Et là, on est tout à fait dans un autre registre, c'est le registre du bonheur total. Le couple sera visible à Tours jusqu'en août 2016. Après, il redéménagera à Nantes dans ses appartements rénovés. En bref, découverte importante réalisée par les chercheurs du CNRS de Tours concernant le frelon asiatique qui décime des abeilles. L'équipe de scientifiques tourangeaux vient de mettre en évidence un phénomène de dépression et de consanguinité chez cet insecte. Un phénomène qui limite la reproduction du frelon asiatique et qui pourrait également limiter son expansion en Europe. Politique et faible participation ce week-end pour le vote du référendum lancé par le PS sur l'union de la gauche au régional. En Indre-et-Loire, seuls 470 sympathisants environ avaient fait le déplacement. Résultat, 460 oui, 10 non. Focus maintenant sur la réforme territoriale, une réforme qui était au cœur de l'université d'automne des élus de l'Indre-et-Loire qui se tenait ce week-end à Tours. Au programme, beaucoup d'interrogations, notamment sur les conséquences de cette réforme. Et en Touraine, justement, ce Big Bang territorial va s'articuler autour de 2 axes majeurs. La fusion de plusieurs intercommunalités existantes et la création de communes nouvelles, résultat du mariage entre plusieurs communes tourangelles. Explication Florent Carrière. Les Essarts, petite commune de 150 habitants en bordure de Langeais. 2 communes qui pourraient bientôt ne faire plus qu'une. La mairie des Essarts deviendrait alors mairie annexe, mais les habitants pourraient désormais prétendre aux services de la mairie centrale, CCAS, bibliothèque, accueil périscolaire ou encore la police municipale. Je ne sais pas si c'est de l'éloignement, c'est aussi des services qui pourront bénéficier de la municipalité de Langeais, qui est une municipalité beaucoup plus importante, qui pourront avoir au quotidien. Je crois que c'est leur rendre service. L'idée, ce n'est pas d'absorber, c'est de travailler ensemble. Une commune nouvelle qui pourrait naître avant l'été prochain. Trop tard cependant pour prétendre aux 5% de dotation étatique en plus pendant 3 ans. Fusionner des communes, une solution pour faire des économies par le principe de la mutualisation. Mais une solution également pour peser plus fort dans des intercommunalités appelées elles aussi à fusionner et à prendre plus de responsabilités. De plus en plus de choses à faire.
avec de moins en moins d'argent pour assurer ces charges. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver un terrain d'entente, de mutualisation, de coopération. On n'a peut-être pas poussé l'intercommunalité jusque dans ses capacités à pouvoir faire face à ces augmentations de charges. À l'horizon 2017-2020, plusieurs compétences seront transférées obligatoirement à la communauté de communes. L'eau, l'assainissement, la gestion des déchets ou encore le tourisme et même le PLU, sauf si minorité de blocage. Quant au périmètre des intercommunalités, la loi instaure le seuil minimum de 15 000 habitants. Message directement envoyé au monde rural, appelé à s'unir pour défendre les services. Et ce que ne porte pas la loi par la contrainte, elle la porte par la contrainte financière. C'est-à-dire que si on ne bouge pas, on sait qu'on va perdre le peu de moyens financiers qu'il nous reste. Car si les communautés de communes s'unissent, l'État leur promet une bonification de ces dotations. Entendez par là plutôt une baisse moins importante des dotations étatiques. Des communautés de communes qui doivent en outre prendre en charge 50% des compétences communales pour voir leurs dotations se maintenir. Si on n'atteint pas ce seuil des 50%, on va continuer à perdre les 10% par an. Et si on est très mauvais, c'est-à-dire que si on ne bouge pas, on va tout perdre à échéance. Des intercommunalités plus grandes et plus compétentes, est-ce la fin du pouvoir des communes et des maires, comme le suggère le transfert du plan local d'urbanisme, un précaré du maire ? Le transfert de la compétence plan local d'urbanisme n'entraîne pas automatiquement le transfert des délivrances des permis de construire. Ces communes seront des relais de l'intercommunalité dont on a absolument besoin. On organise peut-être bien de loin, mais on ne gère bien que de près. Et de près, ce sont les communes. Des communes obligées de déléguer une partie de leur pouvoir à des intercommunalités plus vastes. Malgré les oppositions, la fusion de petites municipalités entre elles apparaît aux yeux de certains comme une nécessité. Semblançay et Saint-Antoine-du-Rocher, le Bourgueillois, Langeais et les Essarts, les projets se comptent sur les doigts de la main. Et pourtant, l'Indre-et-Loire compte 277 communes, soit autant que le Danemark et quasiment le même nombre que l'ensemble de la Suède. On vous en parlait il y a quelques semaines sur notre plateau. Un projet de monnaie locale devrait bientôt voir le jour à Tours. Une monnaie sociale et solidaire destinée à favoriser le circuit court notamment. Un sondage avait été réalisé pour lui trouver un nom. Eh bien, elle a finalement été baptisée la Gabar. Le collectif tourangeau à l'initiative du projet prévoit une mise en circulation de cette monnaie locale dès l'été 2016. En bref, toujours les travaux du pont de l'Alouette avec une opération spectaculaire du chantier qui sera réalisée mercredi à 11 h. Le tablier du pont va être soulevé pour remplacer ses appuis. Il va donc être en suspension de 15 cm et ce jusqu'en janvier prochain. Axe majeur de Tours, le pont de l'Alouette doit supporter près de 8000 véhicules par jour aux heures de pointe. Les travaux devraient s'achever fin mars, début avril 2016. Recadrer les constructions de logements sur le territoire tourangeau, leur nombre, leur forme, leur environnement. C'est l'objectif de la charte de bonne conduite signée par la ville de Tours pour mettre au pas les promoteurs immobiliers et en attendant de revoir le PLU. Pour le moment, 7 professionnels du bâtiment ont signé cette charte, une charte qui sera amenée à évoluer au fil des années. Loïc Argili. La charte de Tours pour la qualité urbaine est lancée. Les différents acteurs du secteur de l'urbanisme se sont réunis ce mardi pour y apposer leur signature. Le but, s'engager autour de ce texte pour proposer un urbanisme raisonné. Un travail de longue haleine que salue le maire de Tours. La charte, c'est l'aboutissement d'un assez long travail concret avec les professionnels pour réussir à rédiger ensemble une sorte de ligne de conduite commune entre les professionnels de toutes sortes, les architectes, les promoteurs, les constructeurs, les syndicats professionnels et puis la municipalité. Garantir le maintien de l'identité de la ville est l'objectif numéro 1. Préserver l'histoire tourangelle tout en pratiquant un urbanisme à l'écoute des habitants. Il s'agit aussi de préserver la qualité environnementale dont bénéficient les Tourangeaux. Pour cela, il fallait un texte fédérateur rassemblant tous les acteurs de l'urbanisme. On a souhaité, dans ce temps de rédaction de la révision du PLU, et pour préfigurer le PLU de demain, mettre en place cette charte qui effectivement n'a pas vocation à être contractuelle, qui est un cadre effectivement de raisonnement, d'échange, d'orientation avec tous les professionnels de l'immobilier. Une charte qui intéresse déjà d'autres promoteurs immobiliers tourangeaux prêts à rejoindre le mouvement. On souhaite manifester notre engagement
à faire de l'urbanisme de qualité, ce que je crois nous faisons depuis un certain temps. La ville s'est engagée à être réactive et à avoir des délais de réponse sur les sollicitations que nous lui ferons. Donc on compte là-dessus, c'est important. La ville proposera des ateliers de réflexion sur les futurs projets urbains avec tous les acteurs dès le mois de novembre. Et maintenant, place au sport avec Bastien Mathieu. Bonsoir, Bastien. Bonsoir. Alors, les principaux temps forts de ce week-end en Val-de-Loire, c'est tout d'abord du basket avec l'UTBM qui enchaîne avec une 4e victoire pour les joueurs de Sébastien Duval. Et ouais, l'UTBM qui est toujours invaincu, début de saison parfait pour l'UTBM pour l'instant, qui s'impose cette fois contre Valence 85-74. On va pas encore chanter comme un rossignol, mais il faut vraiment dire que cette équipe nous fait plaisir à voir, surtout quand on sait toutes les blessures qu'il y a eu en début de saison, qu'il a fallu se remodeler au dernier moment. Ce match a aussi montré une chose, c'est que l'UTBM peut s'appuyer sur ses remplaçants. On a vu quelques joueurs cadres un peu moins à l'aise que d'habitude. Je parle de renfort, Mboma. Et il y a un joueur qui a pris le relais, c'est Antoine Crapez, 13 points de marqué. Tours est le seul leader ce soir du championnat de National 2 avec cette victoire. Et le seul invaincu. Prochain match, c'est samedi contre l'ES Gardon. Alors ces renforts, ces soutiens, ces remplaçants, est-ce que vous les voyez aller loin justement avec cette équipe, on va dire, de réserve, parce qu'ils sont bien partis sur leur lancée? Alors c'est ce qu'on a vu, cette équipe peut aller plus loin. On a vu donc justement ces remplaçants. Quand on pense à toutes les blessures qui peuvent revenir après, c'est vraiment un bon choix de Sébastien Duval d'avoir ramené tous ces joueurs. Et puis on sent que le président a aussi envie et prêt à mettre la main à la pâte, voilà, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément prévus au départ. Ils ont choisi la roue de secours. Et du coup, voilà, c'est cette équipe qui est invaincue. On va voir contre l'ES Gardon qu'est-ce que ça peut donner. Et si ça continue comme ça, de toute façon, si on ne perd pas, forcément, il n'y a pas de limite. Alors on change de ballon, on va passer au foot, du basket au foot, avec un Tours FC qui revient avec un match nul de Sochaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt une bonne opération pour les Tourangeaux ou alors peut mieux faire? Alors on se demande souvent justement après un match nul, est-ce que c'est un point gagné ou 2 points de perdu? Là j'ai presque envie de dire que c'est 2 points de perdu, tellement Tours a maîtrisé son sujet, maîtrisé la rencontre 0-0 contre Sochaux et les Sochaliens n'ont pas eu d'occasion, très peu d'occasions pendant ce match. La plus grosse elle est pour Tours, elle vient de Bergogneau à la 81e. Le TFC qui est vraiment solide en défense, c'est la 2e meilleure défense du championnat. Le problème c'est l'attaque et cette volonté peut-être d'aller un peu trop vite à l'avant. Marco Simone, on a bien conscience d'ailleurs, je vous propose de l'écouter, c'était après le match vendredi soir. C'est surtout sur les derniers 30-40 mètres. Je crois que s'il y a quelque chose de fautif dans ces matchs-là, que c'était un peu la copie de Lens et Valenciennes avec une bonne domination au niveau de conservation des balles. Sur les derniers 30 mètres encore, on est un peu naïf. On est un peu trop à la recherche des choses plus beaux qu'efficaces. Et voilà, et pour finir sur Simone, sachez que ce sera l'invité exceptionnel du débrief mercredi soir 19h15 et 20h15 sur TV Tour. Et alors en parlant de Marco Simone, on va se quitter avec cette image, on va se quitter pour le sport avec cette image de Marco Simone remettant un maillot au Prince Albert de Monaco. C'était lors d'un match de charité sur le Rocher. Voilà pour ce petit clin d'œil de l'ancien buteur star de l'AS Monaco. Et quant à vous, Bastien, eh bien, on vous retrouve tout à l'heure, en fait, juste après ce journal pour Stadium à 19h15 et 20h15. Voilà, c'est avec des invités qui nous parleront de l'Open de Touraine, un tournoi de tennis féminin. À Blois? À Tours. À Tours. Bon, autant pour moi. 10 000, c'est le nombre de Tourangelles qui rencontreront le cancer dans les 5 prochaines années. Que faire face à ce chiffre déconcertant? C'est la question que nous poserons à Roger Blanchard, président de la Ligue contre le cancer d'Indre-et-Loire. Il est notre invité ce soir. A tout de suite.